Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, rédacteur en chef de beaucoup de sites, mais notamment d'Endurance Mag évidemment, vous le savez, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouais, à un moment on changera cette intro sur les sites internet. Je ne fais pas que ça, non mais c'est vrai, t'as raison. Beaucoup trop de Oui, sites internet. j'essaye de varier, si je disais tout ce que tu faisais, Oh là on n'en là, sortirait pas et on ferait un épisode de 2 heures. Ah, c'est ça exactement. Voilà. Bon, cette semaine, en tout cas, pas d'épisode de 2 heures a priori, mais pas loin, puisque c'est notre 88e numéro et qu'on va revenir sur les deux premières manches, non pas une, mais deux premières manches de la saison 2025-2026 d'Asian Le Mans Series. Ces courses se sont déroulées en Malaisie. C'est un format un petit peu particulier, hein, l'Asian Le Mans Series, parce qu'il y a 6 courses dans l'année, comme le LMS, mais on en fait 2 par week-end, donc 2 courses de 4 heures. La hiérarchie commence déjà doucement à se dessiner parce qu'on a fait un tiers de la saison, mine de rien, en un week-end, avant les fêtes donc, et avant de se retrouver en... Comment on dit en UAE, voilà, Oui, à Dubaï. Middle East. En Middle East, ah oui c'est vrai, c'était un Middle East à Dubaï et à Yas Marina. Et donc comme vous le savez dans l'Endurance Club, eh bien, on va vous donner des chiffres, des infos insolites, des petites statistiques afin de vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous tant vibrer. Et je dois dire que ce week-end en Asian Le Mans Series, eh bien, on a vibré puisque le Oui. sommaire eh bien, sera tourné vers l'Asian bien sûr. Retour sur les 2 premières courses de la saison. Sepang a été le théâtre de plein de choses. Il s'est passé beaucoup d'événements. Il y a eu de la pluie, il y a eu du sec, il y a eu des crashs, il y a eu tout ce qu'il fallait pour nous offrir une belle première édition, en tout cas une première doublette pour la saison 2025-2026. On aura évidemment Road to Spiker, le Road to 1000, parce que aux 1000 abonnés, on vous le rappelle mesdames et messieurs sur YouTube, eh bien vous aurez la possibilité d'être tiré au sort pour gagner une miniature 1/43e, voilà je préfère le dire. Il y aura des top digressions. Évidemment qu'il y aura des top digressions, c'est obligé. Et puis on aura l'occasion de repasser en détail hein, LMP2, LMP3, LMGT3, ce qui s'est passé justement sur ces 2 courses. On va essayer d'être didactique comme nous avons l'habitude de le faire. On va aussi revenir sur nos actus respectives. Et puis on aura la top question évidemment qui vous plaît, qui nous plaît. Et donc ça tombe bien, on continue. Et on ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Bon, Geoffroy, l'Asian Le Mans Series, Sepang. On sait généralement que cette piste est baignée par le soleil mais aussi par la pluie. Eh ben on a tout eu justement, c'est ce qui a été le fil directeur j'allais dire et un petit peu le piment de ce week-end. Qu'est-ce que t'en as pensé de ces averses qui arrivent d'un coup et qui nous font des images incroyables justement. Il a suffi d'un tout petit moment d'averse pour éliminer 3, 4, 5 voitures. Bah c'est parfait, c'est la répétition parfaite pour les équipes pour le WEC ou pour les 24 heures du Mans. Ces championnats ont la vocation d'être la voie d'accès vers le top niveau. Même si on est déjà sur un top niveau, mais vous voyez ce que je veux dire, les top championnats. Et du coup, ce paramètre météo, je trouve ça bien parce que on aurait des courses uniquement sur le sec ou uniquement sur la pluie. T'apprends déjà beaucoup évidemment, mais là avec ces changements, t'as l'impression d'être dans un lobby où ils ont mis météo aléatoire. Et du coup, c'est vraiment le truc parfait quoi. Donc non, ça a joué un rôle. Ce qui est marrant, c'est que on a eu donc, comme tu l'as dit, une course avec de la pluie qui arrive, une autre course où il y avait beaucoup de pluie, orage, et au Ouais mais d'un final, coup. et interrompu en plus avant la fin. Et au final, si tu regardes les 2 feuilles de classement, faut pas cligner des yeux parce que c'est quasiment les mêmes quoi. C'est marrant. Ah bah en tout cas en LMP2 c'est clair que la hiérarchie elle a été effectivement très claire dès le début. Malgré tout cela on avait 47 voitures engagées. Il y a eu quelques changements depuis notre preview de la semaine dernière. On devait en avoir 48, 47 voitures finalement avec le forfait de la Porsche Phantom Global. Malheureusement on n'aura pas vu Dorian Boccolacci et moi j'ai pas compris mais il était pas là effectivement. Et 47 bah, c'était justement le numéro qu'il fallait mettre en boîte pour pouvoir être riche à l'issue du week-end. Non je n'encourage pas au pari, mais en tout cas la voiture de chez Cetilar Racing a fait le doublé, 50 Improbable. points dans l'escarcelle, bim bam boum, c'est parti. Je l'avais pas dans mon bingo celle-là. On avait évoqué avec Charles Milesi, avec Antonio Fuoco, mais avec Roberto Lacorte c'était un peu la variable d'ajustement. On n'était pas certain que ça puisse aller au bout et franchement ils ont rendu une copie parfaite. Je suis même
assez surpris de voir qu'ils ont dominé à chaque fois par rapport à l'équipe CrowdStrike APR, par rapport à l'équipe United, hein, qui, on l'avait un petit peu évoqué, est quand même revenu aux avant-postes avec la numéro 5. Et puis l'équipe Algarve Pro Racing toujours présente. Ça, c'était effectivement les hiérarchies en LMP2. C'est pas tout à fait la même chose quand même en GT, hein, mine de rien. Et c'est ce qu'on aime aussi. On a eu une victoire Mercedes le premier jour, une victoire Ferrari le deuxième jour. C'était assez disputé. Moi, je trouve que, mine de rien, tu vois, on a parlé des conditions météo. Il y a eu vraiment énormément d'actions et les finishes ont été très serrés, très spectaculaires dans toutes les catégories. Et ça, c'est vraiment un petit peu dans l'ADN de l'ELMS en fait. Ouais, exactement. Et il y a aussi le fait que. Alors là, tu vas peut-être. Enfin, tu vas forcément m'éclairer avec ta science et ta connaissance, mais. Oula. Je sais que c'est. Attends, je sors la lampe torche. Bah ouais, non, mais pas en éclaireur. Non, j'ai envie de faire une mini digression sur Sepang. En fait, moi, c'est un circuit que j'adore. Bah oui. Que j'ai toujours kiffé. Les premières images que j'ai en tête, bien sûr, c'est avec la Formule 1, logique. Oui. Mais c'est un circuit que j'ai toujours aimé et qui est parfois critiqué par son manque de spectacle ou je ne sais pas, tu vois. Ah ouais. Et alors que moi, je trouve que c'est vraiment top, quoi. Enfin, il y a toujours des belles choses qui s'y passent. C'est un circuit qui est plus typé moto aussi, je crois. C'est pour ça que je voulais pas dire de bêtises. Ouais, un petit peu des deux. C'est vrai qu'il y a des grandes courbes, mais il a quand même été pensé pour la F1 à l'origine, hein, parce qu'il a ouvert en 99 et tout de suite il y a eu une compétition de Formule 1 là-dessus. C'est un compromis entre les deux. Moi, je trouve que la piste étant assez large et que les courbes s'enchaînent quand même relativement bien, ça permet aux motards de pouvoir s'exprimer et ça permet aussi aux autos de faire du 2 de front, par exemple, virage numéro 5. T'as pas mal d'endroits. Et puis, surtout, ce que tu n'as pas, par exemple, au Qatar, si je fais le parallèle, sur des circuits qui sont utilisés à la fois par la moto et l'auto, tu n'as pas d'épingles au Qatar. Là, tu as des épingles, tu peux faire des freins, et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Le même, quand tu dis 2 de front, tu peux même aller 3, 4, quasiment 5 au premier freinage. Oui, mais après, ça passe mal. Généralement, en LMP3, par exemple, tu peux être 5 de front, et puis après, tu es 5 sur le tapis, quoi. Mais je trouve que ça fait partie des circuits. J'ai une mauvaise connaissance, malheureusement, de la jeunesse des circuits, tu sais, de comment ils sont pensés. J'ai pas une vision globale. Ce que je sens en tout cas, c'est que Sepang fait pour moi partie des circuits qui ont été bien dessinés, au sens où ils ont été dessinés par des gens qui se projettent déjà sur qu'est-ce qui va se passer sur la piste. Parce que c'est pas juste un enchaînement de courbes ou de lignes droites, c'est vraiment pensé pour. Enfin, vous voyez, le premier secteur, là, l'espèce d'escargot un peu façon Shanghai. Après, ça réaccélère et comme tu dis, ça monte, pam, ça part à droite, très serré. Enfin, tout est vraiment pensé pour du spectacle et je trouve qu'il est vraiment hyper bien dessiné comparativement à d'autres circuits plus récents en Middle East, quoi. Tu vois. Oui, il y a ça, et puis c'est vrai que tu fais bien de le rappeler. Moi, je prends toujours aussi dans cette optique-là le tracé de Bahreïn. Tu vois, c'est pareil, il a été pensé pour justement générer des phases de frein qui peuvent être un petit peu périlleuses et donc favoriser les dépassements potentiels. Je sais que c'est pas le meilleur circuit, Bahreïn. Peut-être que les gens n'apprécient pas toujours. Les pilotes sont mitigés, mais par contre, ça te permet de tenter les freins, de pouvoir décaler, parce que si tu te mets à l'intérieur d'un virage, tu es à l'extérieur de l'autre, et donc le gars qui se défend peut vraiment se défendre. Et c'est pareil à Sepang, c'est encore une œuvre d'Hermann Tilke, hein, ce circuit. Et on a été dans cette période-là, entre 96 et je vais dire 2010, sur des circuits qu'il fallait créer pour générer du spectacle. Et j'ai bien peur que les nouveaux circuits, on pense moins à ça, parce que je pense à la F1, et la F1, il y a eu le DRS qui est arrivé aux alentours des années 2010. Et donc après, on s'est peut-être un petit peu moins foulé, entre guillemets, en se disant, bah, c'est bon, le DRS et l'aileron arrière mobile ça fera le travail. Ouais, ça fera le boulot, exactement. Alors que, tu vois, Sepang et Bahreïn, je trouve vraiment ont été pensés pour générer des dépassements ou en tout cas des tentatives. Et Sepang est vraiment bien pour ça. Et j'adore, et on va conclure cette première digression que j'ai lancée là-dessus, mais je fais juste un parallèle. Je fais un parallèle aussi, parce qu'on en parlait, mais on fera un épisode début d'année sur les jeux vidéo, et notamment sur Le Mans Ultimate, mais peut-être un peu, on évoquera un peu comme ça les jeux vidéo en lien avec Le Mans. Bien sûr. Moi, j'ai des grands souvenirs sur F1 2000 était un peu éclaté, mais sur les premiers jeux de F1 sur PlayStation, à jouer justement sur Sepang, où il fallait être rapide, les trajectoires, enfin, il y a vraiment un truc de performance, je trouve, à Sepang, alors que quand tu es dans du multicatégorie et que du coup tu dois gérer les autres, c'est hyper difficile. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as 20 voitures, 20 ou 22 voitures, tous dans le même rythme, et qu'il faut chercher la perfo, Sepang, c'est parfait. Et quand tu es dans du multicatégorie et qu'il faut gérer les autres, Sepang, c'est parfait aussi. En fait, je trouve que le circuit va tout le temps, parce que justement, comme tu dis, il est très large, il a cette variété de ce tracé varié, quoi.
Contrairement à Silverstone, par exemple, qu'on a redécouvert en ELMS et qui est génial sur un tour parce que c'est fluide, il faut vraiment avoir les bonnes trages et il faut garder le flow et le rythme. Par contre, quand tu dois dépasser, Ouais, c'est galère. une cata. C'est un Enfin, ça enfer. dépend à quel endroit tu arrives sur les retardataires. Là, je dirais qu'à Sepang, il n'y a pas trop eu de problème à ce niveau-là, Non, justement. c'est vrai. Il y a un problème au départ. Voilà, au Ouais. départ, évidemment, c'est un goulet d'étranglement. T'arrives, t'as ceux qui sont effectivement un petit peu plus téméraires que les autres. Malheureusement, c'est souvent des pilotes qui ont moins d'expérience, parce que les pilotes bronze généralement prennent le départ. Et c'est ce qu'on a vu, puisqu'on va entrer dans le vif du sujet déjà dans la première course. Mm, Première course qui, on l'a dit, a été remportée par l'équipe Cetilar Racing, donc en LMP2. mhm. Pourtant, ils n'étaient pas les mieux placés, puisque Roberto Lacorte, la fameuse variable d'ajustement dont on parlait la semaine dernière, avait réussi à se qualifier sur les premières positions, mais pas au top, parce que c'est une séance qualificative un petit peu particulière d'ailleurs pour l'Asian Le Mans Series. Comme il y a deux courses dans le même week-end, il y a une séance qualificative et on prend le meilleur temps et le deuxième meilleur temps. Et donc, ce qui fait Mm. que tu te rends compte des pilotes qui sont constants dans leur chrono. Et ça n'a pas été le cas notamment de Giorgio Roda, parce que Giorgio Roda a signé la pole avec l'équipe United, ouais, il ne roule pas chez Proton en Asian. Il a signé la pole position avec 6 dixièmes d'avance sur Jens Reno Müller. Mais par contre, dans la deuxième course, il partira pas en pole, tu vois. Et Roberto Lacorte, bah lui, il part septième. Bon, tu te dis, l'équipe Cetilar, voilà, on va essayer de C'est faire un classique. attention Ouais. à elle, mais Ouais. sans Ouais. plus, quoi. Voilà, Ouais. tu vois, parce que tu te dis, il y en a quand même d'autres, des pilotes bronze, qui sont plus efficaces. C'est ce qu'on avait dit la semaine Bien dernière. sûr. Mais comme il y a eu des virtual safety cars, des safety cars, tu vois, il y a eu 4 phases de voitures de sécurité dans la première course, 2 full course yellow, et ben forcément, c'est un petit peu la variable qu'on a en tête, mais qui peut s'ajuster, c'est de se dire quand est-ce que les safety cars sont là, quand est-ce que les full course yellow tombent, et auquel cas, bah, la hiérarchie est resserrée, et au moment où les pilotes pros prennent le volant, bah là, tout est relancé, et c'est ce qui s'est passé, puisque Roberto Lacorte, malgré une pénalité dans la première course de 5 secondes pour avoir été trop rapide dans cette phase de safety car, je crois, ou de full Ouais. course yellow. Tu vas nous en parler de Euh, cette pénalité dans quelques instants, je pense. Mais oui. ah bah oui, ah bah là on va en parler effectivement. Et ben en fait, Charles Minesi a pris le volant en deuxième relais, et là il a envoyé du bois comme on dit, et il s'est retrouvé dans les premières positions. Il a lancé parfaitement Antonio Fuoco. Et c'est un petit peu ce que je pensais qu'il allait se passer pour l'équipe CrowdStrike APR. Quand t'as quand même Griffin Peebles et Louis Delettra, tu te dis bah ça va le faire avec George Kurtz. George Kurtz qui était d'ailleurs pas mal C'est hein, au Jacobsen, niveau de non? son Avec les relais. Letras, non? Ah pardon, Jacobsen, oui, Ouais, qu'est-ce que ouais, j'ai dit? J'ai pardon. dit Peebles. Ouais, Non, ouais, non, non. c'est Jacobsen, tout Ouais. à fait. Et tu te dis, bah, ça va envoyer. Et en fait, ils ont mis Louis Delettra au milieu. Et Ouais. j'ai pas compris la stratégie. Il a pas fini la course. Ouais. Ouais, c'est vrai que effectivement. Tu vois? Ouais, ouais. En tout cas, là-dessus, comme tu dis, je, je- tu m'as toujours vanté le format des courses de 4 heures. J'ai souvent eu du mal parce que j'avais du mal à considérer ça comme de l'endurance. Mais en fait, Ouais. c'est vrai qu'avec 3 pilotes et ce format de 4 heures et cette gestion du pilote bronze qui est euh, la clé, avec souvent sa stratégie de le mettre au début, là, on a vu que, bah ouais, le Lacorte, il s'est pas. Les différents paquets étaient assez proches au départ. Il s'est pas Oui, oui, accroché. Ouais, non. je trouve qu'il y avait peu d'espace entre P2 P3 GT1. Franchement, c'était assez impressionnant. Ouais, c'est D'habitude, vrai. il y a quand même un peu plus d'écart qui est fait. Surtout quand tu as un premier gros freinage avec ce fameux escargot et que même jusqu'au virage 3-4, il y a encore un gros freinage. J'aurais laissé plus de place. Appréciation Ouais, t'as personnelle. raison. C'est vrai, je me suis pas fait la Ah réflexion ouais. parce que c'était très large, mais Ouais, parce que les effectivement, GT il y sont a eu en arrivés fait tout de suite. empilement. Ouais, les GT sont arrivés quasiment tout de suite dans les P3 avec je sais plus Et laquelle voilà. DKR qui était à l'envers. C'est peut-être course 2 ça. Mais, ouais, Non, enfin, et puis les P3, le problème, c'est que bah, elles se sont un peu empilées. Il y en avait que 10, il y en a ouais. 5 Et qui oui. tout de suite sont au tapis dès la première course, dès le premier virage, quoi. Bon, ça après, c'est quand même Enfin, on peut, là, j'évoquais ça rapidement, le côté gestion de course. Il aurait peut-être fallu leur laisser plus de distance. Après, attention, la Oui, responsabilité c'est au vient pilote quand même au aussi. pilote. Ouais, parce que Ouais. on reste sur un championnat où il faut. C'est pas non plus la Le Mans Cup, mais on reste sur ce championnat où il faut quand même se montrer. Et donc là, les mecs, même si c'est une course de 4 heures, dès le départ, ils ont envie de sortir les muscles et ça amène à ça. Ça le fait en P3, ils l'ont pas fait en P2. Hein. On voit quand même qu'il y a une maturité différente. Donc ouais, c'est dommage parce que ça a un peu décapité la bataille et le Ah, spectacle en en P3. LMP3? Ouais. En P2, en tout Ouais, cas, je suis d'accord. en P2, oui, je sais même plus sur qui j'avais misé, mais clairement pas sur Cetilar, évidemment. Euh, Non, moi non plus. Alors que pourtant, tu m'avais dit, hein, tu m'avais dit qu'il y a quand même Fuoco qui est champion et qui a gagné Le Mans, évidemment. Milesi Et vainqueur donc en Charles WEC, Milesi qui lui bien sûr. aussi Ouais. est champion du monde, vainqueur en WEC, etc. Ouais, je me suis dit, bon, ok, c'est une voiture à surveiller, mais j'avais tellement finalement peu d'espoir, entre guillemets, en Roberto Lacorte,
que je me suis dit non, bah, ça va pas forcément être dans les premières positions et ils vont galérer pour revenir. Et en fait, ils avaient tellement de rythme que ça a été ouais, vraiment une très belle performance. Je sais plus ce que tu nous avais dit. Je crois que tu avais parié sur United, non? Ou CrowdStrike, Non, non, peut-être, non, je me non, non, souviens non, plus. pas United, non, non, non. Ah bon? Euh, Ah, c'est moi qui avait dit United Ouais, parce que ouais, je ouais. pense vraiment que cette voiture numéro 5, t'as un Roda qui est très très bon au niveau évidemment des qualifications et c'est un des meilleurs pilotes bronze, hein, franchement, si ce n'est le meilleur parce qu'il est encore jeune. Et puis derrière, t'as Michael Jensen et Grégoire Saucy, mais en fait, ça a été bon, ils se sont montrés, mais ils n'ont pas réussi à être au niveau, j'allais dire, du podium par exemple. Ouais. Donc, écoute, je pense qu'il faut que tu évoques cette Ah, pénalité, ces 5 pénalité? secondes. Ouais, non, mais tu me l'as très bien Ah, expliqué bon, avant qu'on je lance vais essayer de l'épisode. Je refaire. pense que là, tu peux refaire cette même démonstration, c'est intéressant. Mais en fait, la pénalité de Roberto Lacorte, elle arrive assez souvent, j'allais dire, parce que c'est le moment où on se met donc à vitesse. Je pense que c'est vraiment pendant la phase de full course yellow où on doit se mettre Ouais. à 80 en pit limit, là, ou en tout cas sous cette notion-là, pour éviter de gagner du temps, il faut respecter le décompte en fait de 5 secondes qui est donné par le directeur de course. Et j'ai l'impression que c'est au moment de ralentir qu'il a été trop rapide. Donc, hop, 5 secondes de pénalité. Les équipes Classique. peuvent, Ouais. si elles s'arrêtent de nouveau au stand, servir la pénalité, mais dans ce cas-là, il faut s'arrêter et ne pas toucher à la voiture pendant 5 secondes, et ensuite les concurrents, les mécaniciens, remettent de l'essence, changent les pneus, ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, c'était Antonio Foucault qui, dans son dernier passage, devait remettre un peu d'essence. C'était un splash. Charles Milesi l'avait annoncé au micro. Il a dit voilà, on va servir la pénalité pendant le dernier arrêt. Et il n'y aura pas trop de soucis. Et Donc Foucault a tu envoyé comme il précises, faut. attends, alors tu précises, tu fais bien, je te coupe juste 2 secondes, mais tu l'as bien Ouais, dit. Si par contre ils avaient eu cette pénalité qui tombe et qu'ils n'avaient plus d'arrêt prévu, ils ont la possibilité de rester en piste et par contre le temps sera ajouté à leur temps de fin. exactement. Le 5 secondes, de toute façon, tu te le prends. Donc ou tu te le prends au stand, et du coup en plus, enfin ça peut avoir une incidence moindre, ou de toute façon si tu le fais pas, on te rajoutera 5 secondes en passant la ligne. Voilà. Oui, alors je sais pas ce qui est le mieux. Je dirais quand même que le fait de ne pas s'arrêter et d'avoir les 5 secondes ajoutées, c'est quand même pas mal parce qu'au moins c'est direct. Oui, Tu sais que c'est 5 oui, secondes. oui. Si tu le fais au stand, ça peut être 5 secondes, 2, Mais 5 là, ils secondes, avaient pas 3, le 5 choix. Oui, mais secondes, là, ils avaient 8. pas le choix que de le faire parce que de toute façon, ils devaient faire un splash. Donc Exactement. voilà, c'est comme ça. Si t'es obligé de passer par les stands, tu es obligé de faire la pénalité. Ça, par contre, c'est clair. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et donc il faut pas toucher la Voilà, voiture, voilà, etc. voilà. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ressortent. Et moi je me dis, bon, ils vont avoir de l'avance, mais attention, derrière c'est quand même serré avec CrowdStrike APR notamment. Et en fait, CrowdStrike APR, bah, ils ont perdu du temps dans leur splash et ils se retrouvent troisième. Et quand la voiture de chez Settilar revient, elle avait donc 9 secondes d'avance, elle revient avec 3 secondes, je crois, d'avance sur la voiture de chez Algarve Pro Racing. Bah là, tu te dis, waouh, ça va être une fin de course incroyable. Et puis Foucault arrive à se remettre dans le rythme à 10 minutes de la fin et recreuse l'écart jusqu'à 4 secondes quelque chose, quoi. 4 secondes 1, 4 secondes 2. Et là, passage de ligne, victoire de la 47, tout le monde est content, machin, etc. Et là, on s'aperçoit sur les timings que c'est APR qui passe devant. APR victorieuse, personne comprend rien. La voiture Algarve se retrouve annoncée victorieuse. On prend les photos avec Tom Dillman, avec Enzo Trulli, etc. Et puis en fait, on se rend compte que, ben, au niveau du timing, Alcamel a peut-être pas eu l'information que la LMP2 avait servi cette pénalité-là. Et donc, ils avaient appliqué les 5 secondes en plus, et ce qui faisait passer Algarve Pro Racing devant. Et donc, bah, Algarve, eux, ils n'avaient pas compris, donc ils ont pris les petites photos, les choses comme ça. Et chez Settilar, ils étaient quand même satisfaits d'être sur le podium. Et en fait, on leur a dit non, non, c'est bon, vous êtes vainqueurs. On annule la pénalité puisque vous l'avez déjà faite. Pas besoin d'en faire 2 fois. Et donc, ils ont été victorieux. Mais il y a eu un petit moment de flottement parce qu'on a fait la double peine, quoi. C'était pas le double stack, mais c'était pénalité dans les stands et pénalité, tiens, allez, on vous rajoute 5 secondes. Bon, heureusement, il ne fallait pas les avoir de plus, ces 5 secondes. Et donc, comme tu l'as dit, c'est Hilar qui gagne. Ils sont, j'avais fait mon petit calcul tout à l'heure, 13 à être dans le même tour à Ouais, l'arrivée. c'est vraiment serré. Ah, c'est quand même donc 13 LMP2, hein, il n'y a pas de LMP3 qui sont invités dans le tour, mais la première Non. LMP3 est à 5 tours, donc voilà, c'est pour vous dire que pour une épreuve de 4 heures, c'était quand même assez dense. Pour la course 2, ils sont que 7 à être dans le tour. Bon, après, Ouais, parce course qu'il y a 2 eu pas mal. différente. Course 2 très différente. Ouais, Hein, ouais.
Surtout, il y a eu pas mal de stratégies au niveau des pneumatiques dans la course 2. On va y revenir, hein, Ouais, évidemment. ouais. Là, moi, ce que je voulais souligner dans cette première course, c'est que malgré le fait qu'il y a eu un petit peu, justement, d'eau à un moment donné, il a fallu se poser des questions, mais globalement, les pilotes sont quand même restés en pneus slick, les pilotes pro en tout cas, en pneus slick pour pouvoir ne pas faire d'arrêt supplémentaire et rester dans le match. Ça a vraiment été bien géré. Moi, je voulais souligner aussi la belle perf de Nielsen Racing, hein, quatrième avec Boluk Bashi et C'est vrai. Alex Quinn. J'ai été un peu déçu, je vais le dire, de la gestion de chez DKR Engineering qui termine 11 parce que moi c'est ma voiture Ouais. cette année là, je me dis qu'en termes de pronostic ça va le faire. Et puis finalement, bon, Matt Schul a eu un premier relais un peu difficile, Griffin Peebles apprend la LMP2, donc va falloir les laisser un petit peu de temps. Et ils sont retombés un peu dans le trafic et dans le classement. Et puis, petite déception aussi pour RD Limited. Mais ça, vraiment, c'est parce que Ouais. le relais de Fred Pourdade au début les a mis dans une séquence un peu compliquée. Et donc, il a fallu s'employer pour revenir. Il termine sixième finalement. Vautier, Allen et Pourdade. Donc voilà, les deux petites déceptions, on va dire, de cette course, quoi. Et un des Limited qui avait gagné quand même l'année dernière une manche. Bah oui, C'était les débuts de ce nom RD Romain Dumas, hein. C'était les débuts de l'équipe de Romain tout à Dumas fait. l'année dernière. Là, je pense qu'il y a une ambition quand même un peu plus haute. Enfin, en fait, de faire un autre championnat que l'Asian. Ou alors ça va devenir une équipe qui fait que de l'Asian. Non, je plaisante. Ouais. Non, mais J'imagine qu'il y il a un dossier voudrait pour le LMS effectivement. aussi. Bah, c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'en Eh oui, fait, il faut aussi que les équipes jouent le jeu. Donc, si tu t'engages en Asian Le Mans Series, si tu t'engages en ELMS, si tu engages plusieurs voitures, généralement, ça peut t'aider pour plaider ta cause aux 24 heures du Mans, parce c'est qu'il y a ça. tellement de, C'est de ça. demandes, c'est pas simple. Et quand tu vois, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, quand tu vois les équipes qui maintenant prennent à cœur l'Asian Le Mans Series, c'est pour ça aussi que le niveau a augmenté. Les pilotes bronze qui sont dans ces autos, franchement, je pense qu'ils ont passé un step aussi. Matt Schul, on savait qu'il était rapide. Kolovos, franchement, dans la Inter-Europol, il a vraiment été solide. Lui qui était chez DKR en ELMS cette année. Roda, bon, toujours au rendez-vous en qualif, un petit peu moins en course, il était un peu tendre et il s'est fait déborder par justement Kolovos. J'ai été assez surpris par le rythme de Georges Kurtz. On savait qu'il était bon, mais Ouais. vraiment, ça a été très bien. Michael Jensen aussi dans l'Algarve Pro Racing, ouais, parce que l'année dernière déjà ils avaient réussi à s'imposer, donc c'est pas pour rien. Par contre, voilà, ceux dont on sait qu'ils ne sont pas au niveau pour l'instant, c'est Schneider, c'est, je pense qu'on peut dire Tujiko également, hein, chez Ponos Racing, c'est normal, il découvre. Et puis Bernardo Souza. Bernardo Souza, il a été Ouais. appelé dernière minute parce que ça devait pas être lui normalement dans la LMP2 de chez Proton. On l'a appris ce week-end. Ça devait être Stéphane Auer qui s'est blessé à Portimao et qui n'est pas encore remis. On l'espère le retrouver à Dubaï et à Abu Dhabi. C'était pas un cadeau, hein, pour Bernardo Souza, qui lui est plus habitué au Ford en LMGT3 et qui là a découvert l'Oreca. Et bon, il a fait des petites bêtises, quoi. Mais bon, ça arrive, en même temps, on est là pour apprendre. Et vu qu'on est à l'épisode 88, Oui, comment tu juges la presta chez Felbermayer aussi Enfin, chez Proton, mais avec les pilotes Felbermayer. c'était dur, hein. Ouais, voilà, on C'était est dur. d'accord. Hmm. Enfin, le père, c'était compliqué, quoi, on va dire. Hmm. Le jeune Felbermayer a fait le Un peu mieux. travail. Ils ont évité Ouais. les embûches, je dirais. Et Lorenzo Fluxa, on l'a pas trop vu, mais vraiment, il a été solide, hein. On rappelle qu'il partageait sa voiture avec Matthias Kaiser et Théo Pourchaire, hein, cette année en European Le Mans Series chez Algarve. Là, je dirais que c'était une prestation correcte dans cette première course. Ils sont passés à travers les embûches et c'est un petit peu ce qu'on demande aussi quand on veut prendre de l'expérience, parce qu'on rappelle qu'ils étaient en LMP3, en famille, les Felbermayer, et qu'ils sont passés en GT3 en ELMS chez Porsche en remplacement d'un équipage justement chez Proton l'année dernière. Et là, ils découvrent le LMP2. Donc c'est vrai qu'en l'espace de quoi, un an, Hmm. ils ont Hmm. roulé dans les trois catégories, quoi. Non, mais Donc ouais, on peut pas leur pour ça, demander je des voulais miracles. juste faire le petit clin d'œil, mais effectivement, ouais, c'était pas le père, enfin pas le senior, mais pas le junior non plus, mais Horst Félix qui a été le plus rapide de la voiture. Après, oui, pour l'instant, c'est pas flamboyant, mais je me dis, j'ai toujours un œil, tu sais, sur les caisses de Ouais, je Schiffelbermayer comprends. parce que là, bon, c'est pas les caisses les mieux emmenées, encore que il y a quand même, comment il s'appelle, Fluxa, Ouais, quand même. Fluxa. Fluxa Ouais. en plus des Felbermayer, mais je garde toujours un œil, je me dis, il peut y avoir des coups d'éclat quand même, tu vois. Non, mais ça peut le faire parce que tu vois, si je fais le parallèle avec la famille Reed, bon, ben Jonas Reed, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Tandis Hmm, que Horst hmm. Félix Felbermayer, je trouve que ça n'a pas été la révélation parce que c'est passé un petit peu inaperçu. Il termine 9e, tu vois, chez Proton. Ouais. Mais, comme tu dis,
il a été solide et il apprend. Et je pense que Horst Felix Felbermayer, on en entendra parler dans les prochaines années en tant que pilote silver, puis peut-être pilote gold. Mais à voir ce que ça peut donner. Je pense vraiment que ça peut être un client pour l'avenir. Voilà. Bon, bah très bien. Écoute, je Tu prends. fais bien Je de m'en prends. parler. Ouais, ouais. Bon, passons à ma catégorie préférée. Ah merde. Ah bah si, bah le LMP3 évidemment, bien sûr. Bon, on l'a dit, un premier virage un peu compliqué, même plus que compliqué d'ailleurs, ça a éliminé de la course à la victoire. Ils n'ont pas abandonné, mais ils ont été tout de suite dans le dur. 5 voitures, dont l'équipe RACE-GP. Oui. Oh là là, c'était mon pronostic, c'était mon top pronostic. Et ben là, ça l'a pas fait. Fabien Michal qui s'est fait un peu enfermer, piégé. Donc arrêt au stand tout de suite. Pareil pour la voiture de chez Foresti Racing by VPS avec Nick Adcock qui pourtant a de l'expérience. Il y a eu aussi un problème avec La l'équipe bretonne. 71 aussi, la 20, 23, je sais Ouais, pas comment le prononcer. 71, 23, choisis ton camp. Hein. Ouais. Non, mais La 23 Events Racing, ouais, effectivement, avec Woodward. Bah, je dirais, je sais pas si on peut dire ça, mais il y a quand même des pilotes. Ok, je suis malchanceux, je suis toujours dans les mauvais coups. Bah oui, mais c'est quand même souvent les mêmes pilotes qui sont dans les mauvais coups. C'est quand même bizarre, quoi. Donc, ouais. bon, Woodward, il s'est fait un peu pousser, un peu bousculer. Il y a peut-être aussi un problème de malchance, hein, ça c'est possible. Donc, abandon assez rapidement après un tour. Après, c'est reparti pour Air-Race et malheureusement, Fabien Michal s'est fait piéger sur une averse sous la pluie et il a endommagé un peu la sole du Ken. Mm. Donc là, ça a été une course à Qui oublier termine pour eux. dernière, Course difficile. dernier déclassé, Ouais, quoi. Ouais, ouais. exactement. Course difficile aussi pour l'équipe Virage. On avait de gros espoirs. Avec Romain Wozniak finalement qui a été appelé à la rescousse avec Vic Stevens et Adia Patel. On n'avait pas le trio a priori. On avait même dit d'ailleurs que ces deux voitures de chez Virage auraient seulement 2 pilotes. Finalement, il n'y a pas eu d'équipage à 2 pilotes. Hein. On s'attendait à ça, mais C'est vrai. ça n'a pas C'est été le vrai. cas. Par contre, je voulais souligner le très beau travail de Inter Europol, qui se sont rappelés au bon souvenir de tous, après une belle lutte sur la fin entre Kubides et Callum Voisin. Callum Voisin qui arrive chez iClass Racing et qui arrive surtout de la Formule 3. Ça a été vraiment une super fin de course, ça s'est joué à 2 dixièmes de seconde seulement entre la 13 et la 94, donc retour sur la plus haute marche du podium pour Inter Europol. Tu vois, on en parlait la Mhm. semaine dernière et ça a été solide, je trouve. Inter Europol avec Class Racing 2 et CLX Et 3. CLX, C'est, ouais, comme tu dis, c'est serré. Ça a été serré en GT3 aussi, on va en parler dans quelques instants. Et ils terminent vraiment pas très très loin, ils sont juste à un tour. Donc on voit que P3 et GT3 ont été vraiment très proches sur cette première ah course, bah, quoi. En termes à tel point. ouais, en termes de rythme, il y avait il y a moins de 10 secondes d'écart au tour, quoi. Tu vois, Ouais. si tu prends le meilleur temps de chacun, il y a moins de 10 secondes entre P3 et GT3, donc c'est Ah quand bah même, large. ouais, c'est assez serré. Bah, t'as 2 secondes 8, 3 secondes on va dire entre les meilleurs LMP3 et les meilleurs GT. Donc vraiment, Hmm. c'est très très serré. Encore une fois, le chrono se fait à des endroits différents. Ouais. Donc c'est ce qui explique aussi que ça soit un peu difficile parfois dans le trafic. Moi je trouve que cette catégorie LMP3, elle a fait le taf. Mais dans la deuxième course, les leaders GT sont passés devant parce que, on l'a dit, il y a eu des petites interventions de Mhm. safety car, il y a Mhm. eu des intempéries, etc. Enfin voilà, ça a rebattu les cartes et donc les GT ont même terminé devant Et ouais, les LMP3 parce que sous la pluie, ça motrice mieux. les GT sont plus efficaces. Bah ouais, c'est ça, elles Exactement. sont Que plus lourdes et donc elles motrissent et mieux plus hautes, tu sais, plus un hautes. petit peu plus Ouais. hautes aussi au niveau de la garde au sol. Donc forcément, ça fait un peu l'effet luge pour les LMP3 et les LMP2, au contraire des GT qui normalement, alors je te dis pas qu'ils ont 15 cm de mieux, hein, mais ça se joue Non mais ouais, en termes de millimètres, ça peut permettre d'être mieux. Quoi. l'avantage de l'aéro quand il y a des trompes d'eau, bah, s'efface quoi. Et alors les LMP2 restent devant quand même parce que bon, quand même, il y a un peu plus de puissance moteur Oui, et on a quand même eu un peu d'épreuves quand même sous de bonnes conditions. Enfin, voilà, ça l'a fait. Mais effectivement, ouais, c'est marrant, c'est pour ça que je faisais ce parallèle sur la première course où les voitures étaient bien rangées, c'est-à-dire tu as les 3 LMP3 et ensuite tu as les GT où en plus ça s'est battu jusqu'au dernier virage. Mais en course 2, ah oui, effectivement, avec la flotte, on voit que c'est une GT, enfin c'est même 3 GT qui terminent devant la première LMP3. ouais, donc ça c'est clair que selon les différents événements de course, forcément ça peut rebattre un petit peu les cartes. Alors passons justement au Eh oui, GT, dans cette première course, hein. Ça a été vraiment une lutte jusqu'au bout et le retour de l'équipe Manthey qui est remontée parce que en termes de classement sur la grille de départ, cette voiture numéro 10, elle partait en 44e position ah avec oui, ok. Antares O qui n'avait pas réussi vraiment à faire une bonne qualif, donc 44e du général, c'est-à-dire qu'il partait, je pense, 20. 18 ou Ouais, c'est ça, 19 ouais. de la catégorie GT, quoi.
Ah ouais, ok, j'avais pas cette info, parce que je l'ai sur Tu vois? Kessel en course 2. Oui, mais eux, ils sont partis un peu loin. Antares O a fait le travail, hein, évidemment, mais c'est surtout Klaus Barler et Loïc Hartog qui vraiment ont terminé le travail, et à tel point qu'ils revenaient sur la Mercedes de chez Getspeed. Et dans le dernier virage, bah, c'était tellement serré, ça s'est joué à quelques dixièmes. On l'a dit, hein, ça a été serré en LMP2 parce que ça s'est joué à 2 secondes 7, avec la pénalité, vous l'avez compris. Ça s'est joué à 2 dixièmes en LMP3. Et ça s'est joué dans le dernier virage avec Loïc Hartog qui a été un peu optimiste et qui a mis un petit coup de porte. Mais moi je dirais quand même que bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Il était à l'intérieur. La Mercedes était en train de résister pendant plusieurs tours. Mhm. Je pense qu'à un moment donné, c'est le dernier virage. C'est un virage qui est un petit peu en dévers aussi. Je sais pas si vous le voyez, ce dernier virage, l'épingle là à gauche. À l'intérieur, c'est plus haut qu'à l'extérieur. Et donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il n'y est pas allé de main morte. Évidemment qu'il a mis gaz un petit peu plus tôt que prévu pour essayer Ouais, de, ouais. de couper la trajectoire de la Mercedes. Il y a eu un contact, il passe la ligne devant et il est rétrogradé d'une place parce que ça a été jugé un petit peu cavalier. Je me mets à la place de la Mercedes, évidemment que j'aurais été frustré, mais j'aurais peut-être pas ouais, sanctionné cette manœuvre. Je sais pas ce que t'en penses. Ce qui me manque pour juger, c'est les caméras embarquées. Parce que Eh oui, je on a sais. la réalisation nous montre que effectivement la Mercedes se trouve au dernier freinage, la Porsche, Un peu. ouais, un peu. En plus, il y a une LMP3 au milieu de tout ça. La Porsche se faufile à l'intérieur et comme tu dis, Bah oui, il a un sous-virage, mais qui est, à mon avis, un peu forcé parce qu'il doit mettre gaz très tôt. Et en plus, c'est avec le clair. dévers, il est clairement emporté vers l'extérieur et du coup, il pousse la Mercedes. Et bon, mon premier réflexe, c'est de dire laissez-les rouler, quoi. Enfin, en fait, c'est la compétition, c'est la course. Et en plus, on devrait être content d'avoir ce changement au dernier virage. Enfin, c'est la course, quoi, après une épreuve de 4 heures. Après, peut-être que en caméra embarquée et ou avec les datas, tu vois qu'en fait, il a dû, ça se trouve, foutre un coup de volant Ah, à là, dans droite ce cas-là, ok. fortement. C'est vrai qu'il nous manque ces éléments-là. Moi, Ouais. de l'extérieur, si tu veux, avec les images que j'ai, alors elles sont pas toujours très en face, etc. C'est Non, mais normal, c'est hein, on très n'a pas des aplati comme caméras. angle de vue, tu vois. Et du coup, oui, moi, je me Oui, dis, bah, la Porsche, il en profite. L'autre, il fait une erreur, il passe. Oui, c'est musclé, mais bon, c'est contact. surtout, Voilà. surtout que Loïc Hartog, il est habitué à la Porsche Super Cup. Donc, si tu veux, lui, les contacts, il Ouais. connaît, hein. Mon jugement, ce serait c'est clean, c'est fair, quoi. Voilà, peut-être qu'on n'a pas toutes les données pour juger. Peut-être. Ouais, c'est ça. Alors bon, du coup, on a appliqué une pénalité qui est assez rare. C'est qu'on Oui. a juste interverti les positions. On a dit, voilà, rends la place. Donc, c'était trop tard puisque la ligne était passée. Donc, dégradé d'une position la Porsche Manthey, qui reste quand même au rendez-vous, évidemment. Mais voilà, j'étais un petit peu frustré parce que je me suis dit, mais attends, mais ça s'est joué dans le dernier virage, c'était vraiment bien. Et puis, on nous enlève ça. Bah ouais. Bon voilà, c'est la décision de la direction de course. Ils ont plus d'éléments que nous, hein, Ouais. évidemment. Mais ce qu'on a vu, c'est que bah, déjà les Mercedes fonctionnent, chose qui n'est pas toujours le cas, notamment en WEC. En ELMS, ça fonctionne. Mais là, avec GetSpeed, bah, c'est vraiment solide. Avec Barton, hein, pourtant, qui n'est pas un pilote de référence. Wakizaka, lui, est très très connu au Japon. Et puis Fabian Schiller, bien sûr, le pilote de référence de la Mercedes. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette catégorie GT3, que ce soit en Asian, en ELMS, en WEC, c'est que tu as toujours le pilote envoyé par la marque, tu Ouais, ouais, sais. bien sûr. Et ça, c'est vraiment génial. Tu as Schiller chez GetSpeed, tu as Barler chez Manthey Elite, bien sûr. Tu as Johnny Adam chez Aston Martin Blackthorn. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est pas le cas chez tout le monde. Tu vois, par exemple, chez Ferrari et chez Kessel notamment, bah, t'as pas de pilote envoyé par Ferrari. En tout cas, pas à ma connaissance. Je crois pas que Dennis Euh, Marshall soit pilote Ferrari, à moins que j'ai raté quelque chose. Mais en tout cas, bah, c'est un équipage qui peut tirer son épingle du jeu, même si t'as pas de pilote officiel. Mais t'as un sim racer dans cette voiture. J'étais passé à côté de l'info. Chris Lelam, tu sais, qui avait roulé au NURB avec Max Verstappen, eh bien, enfin qui avait Oui, même oui, gagné oui. d'ailleurs une épreuve de NLS. Il était là avec Blattner et Dennis Marshall. Et Chris Lelam, bah, il a loin de démérité. Il a été vraiment, vraiment au rendez-vous. C'est pendant un live de Vince Cosa, pendant le Cosa Event, qu'on m'a rappelé que Chris Lelam était là. Donc bravo pour votre expertise. Moi, j'avais même pas vu sur la liste des engagés, j'avais pas fait le rapprochement que c'était le fameux Sim Racer, justement, Ok. qui était là. Donc sympa quand même. Et il termine cinquième de cette première course. Ok. Sur le GT3, Demandait vas-y, vas-y. quand même demandait hein, dans le top Ouais. 5. Deuxième, la 10. Quatrième, la 92, avec François Herriot qui s'est parfaitement adapté de la Ferrari à la Porsche.
ça a bien fonctionné, accompagné de Ricardo Pereira et Richard Lietz. Donc voilà, petit coup de chapeau à eux. Et puis coup de chapeau aussi, si tu me permets, à la Porsche de chez Origin Motorsport. Franchement, ils ont été mais incroyables. Avec, je crois que c'est Yifeye qui a fait un travail magistral avec cette Porsche. Il nous a fait des dépassements à l'extérieur, à l'inter. C'était vraiment très très beau, très solide. Et puis Lorin Heinrich également, qui a été bon. Je te dis Yifeye, c'est Non, pas c'est pas Yifeye, pardon. Yifeye. C'est non, comment il s'appelle? Onglier, pardon. Bah oui, mais bon, voilà, j'ai confondu. Lui, il a été incroyable. Franchement, moi je crois que je l'avais commenté il y a quelques années en monoplace. Et vraiment, c'était du solide. Et puis, bah, évidemment, le travail finit par Lorin Heinrich. Donc voilà, cette Porsche de l'équipe Origin Motorsport, vraiment, m'a très très plu, je dirais. Qui a fait troisième dans la course 2, parce que les deux voitures dont on a parlé juste avant, la Mercedes de chez GetSpeed et la Porsche de chez Manthey, ont rien fait en course 2. C'est-à-dire que Bah oui, la Mercedes termine 6 et la Porsche, bah, elle termine pas. En fait, la Porsche, oui, du coup, il alors, se fait piéger et, ça, et, et oui, il est. on a l'explication. Ouais, bah vas-y, non, mais c'est pour ça, je faisais ma petite transition course 2. Si tu veux, course 2, on peut remonter, on peut faire GT3, P3, P2. Et ben, on fait ça, Allez. exactement. C'est très bien, parce qu'en plus, il s'en est passé des choses en GT dans la course numéro 2, plus peut-être que dans les autres catégories, parce qu'il y a eu justement cette phase Ouais. d'averse qui est tombée au moment où, je dirais en GT, les pilotes bronze étaient dans la voiture encore, alors que dans les autres catégories, c'était pas tout à fait le cas. Mhm. Il y avait encore des pilotes bronze qui étaient, mais comme on doit rouler moins de temps en LMP2 et en LMP3 pour les pilotes bronze, bah, c'est ce qui explique ce décalage. Et donc, des pilotes de GT3 sont fait piéger. Alors, je sais plus à quel moment de la course c'était. Je crois que c'est après 1 heure et demie de course. Grosse averse. Ouais. Vraiment. Non, même pas. Mais non, mais je suis d'une bêtise. Après 40 minutes. 40 minutes de course, la pluie arrive. Et là, on a des images comme on les aime, hein, à la grande époque, hein, Le Mans 2001 ou même Moi, d'autres courses là qui ouais. nous ont régalé. Alors, comme on les aime, mais comme les constructeurs ne les aiment pas, peut-être. Non, c'est vrai qu'en fait, j'ai vu. Mais c'est ce genre de scène, comme tu dis. Alors, je sais plus dans l'ordre, c'est quoi? C'est la Porsche qui est d'abord Alors, dehors? non, Non, c'est la c'est la McLaren. McLaren McLaren, ouais, c'est ça. 66 qui est dans le bac et qui doit donc patienter. Il est dans le bac à la sortie du virage 3. Donc autant dire que c'est un virage qui en plus est en descente. Il y a des rigoles d'eau qui peuvent Ah ouais. se créer. Donc on peut se faire vraiment piéger. Et c'est Yasser Shahin qui était au volant de cette Corvette de chez JMR. Yasser Shahin au volant d'une Corvette, oui, effectivement. Il essaye toutes les voitures aussi. C'est ce qui est beau dans l'Asian Le Mans Series. Et donc il se fait piéger. Mais comme tout le monde aurait pu se faire piéger, quoi, je veux dire. Donc là, il se retrouve dans le bac à l'extérieur. Et là, bah t'attends, quoi. Mais la pluie redouble d'intensité et on se dit, bon, bah, il n'y a peut-être pas toutes les caméras, la direction de course doit prendre la bonne décision au bon moment. Est-ce qu'on met tout de suite un full Oui. coursier-lot? Est-ce que finalement c'est un incident isolé? Bon, là on patiente et on patiente comme Yasser Shahin dans la voiture. Et il y a le suraccident. Et là le suraccident arrive et pourtant c'est un pilote qui est plutôt sûr, les drapeaux jaunes étaient agités, mais que les drapeaux jaunes le soient ou pas, tu sais, on dit Oui. quand il y a un suraccident sur un drapeau jaune, c'est sanction pour le pilote, machin, etc. Non, non, non. Sauf que là, Ouais, non, là, tu peux au pas. contraire, il a ralenti. Hmm. Et c'est le fait de ralentir qui a décalé la voiture numéro 10. On parle de Antares O, champion l'année dernière, hein, quand même, en Asian Le Mans Series, qui a gagné sa place aux 24 heures du Mans, qui n'a pas fait d'erreur. Enfin, tu vois, tu peux Oui, pas oui, te bien dire sûr. que c'est une tête brûlée. Et donc, avec sa Porsche, bah, il lâche un peu. On est en caméra embarquée avec lui à un moment donné, vous Ouais. irez revoir les images. Il lâche, et puis Il se fait. il contre-braque à gauche, à droite, et là, il part en sur, Et et t'as c'est terminé. l'impression qu'il y a un aimant qui l'attire vers la caisse et du coup, ça percute. Moi, ça m'a évoqué, alors en beaucoup moins Ah, conséquent quand même, en beaucoup moins énorme, mais peut-être que certains auront la rêve du. C'est pointu. Top digression, top accident. allez, top digression. Une sortie, enfin plusieurs, à Oulton Park, en British GT. Ah, C'est 2002 oula, de mémoire. Je vous retrouverai la celui-là, je l'ai vidéo et pas. je vous mettrai le lien en description parce que ça, c'est sublime. Attends, et là, c'était quoi? C'était accident sur accident? Ouais, en fait, bah alors il y a de la pluie dans tous les sens et il y a longtemps, hein, c'était il y a plus de 20 ans, 2000, ouais c'est ça, je pense que c'est 2000-2002 et t'as Ouais. de la saline, de la Viper, des trucs comme ça. Et là en fait c'est c'est un strike, c'est un bowling, ça se transforme en piste de Oh bowling là là. et en plus, ce qu'on n'a pas eu là et heureusement, fort heureusement d'ailleurs, c'est qu'à l'époque les commissaires y allaient mais bon train, c'est-à-dire que les commissaires ils Oh sautent là là. par-dessus le rail, ils y vont. Non, franchement, c'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. Je dis même pas de blessé, qu'il n'y ait pas de mort, quoi, vraiment. Et Ouais, non mais. là, ça n'a pas été le cas. Peut-être qu'effectivement, sur l'Asian,
il aurait peut-être fallu, sur la manche, là, peut-être déclencher un Ça full s'est course joué, yellow un poil plus honnêtement, tôt. ça s'est Mais... joué à 30 secondes. Ouais. Non, mais le problème aussi de cette Virtual Safety Car et Full Course Yellow, chose qui n'existait pas en British GT en 2002, Ah on non. n'avait pas ces outils-là justement. Mais en fait, c'est que tu dois annoncer aux équipes qu'il va y avoir un Full Course Oui, Yellow. en plus, Mais oui. tu dois l'annoncer, mais tu peux pas tout de suite le déclencher, donc tu dois faire le décompte à 30 secondes. Et ben voilà, les 30 secondes que tu perds à faire un décompte et à prévenir tout le monde, et ben c'est peut-être là le laps de temps. Il a pas fallu beaucoup, hein, parce que à Sepang, quand il pleut, Ouais. hein, vraiment, C'est la on douche, dirait quoi. Silverstone Ouais. parfois. Non, mais oui, Ah carrément, bah là, c'est la grosse douche. Mais ça a quand même été un des événements. Effectivement, comme tu le dis, on n'a pas eu de course décapitée au premier virage en LMP3 ou en GT ou en P2. Non. On a eu quand même une petite En, pirouette. Hein, en P2 ouais, quand ouais. même, Oui, Matchoul, voilà. Matchoul qui se fait pousser Ouais, quand ouais, même ouais. hein, au premier virage. Mais les deux, enfin il y a cet abandon, en tout cas, ces doubles abandons, la Manthey et la Corvette. Impressionnant, enfin vraiment grosse sortie. C'est les deux seuls abandons de cette course 2. Ouais, après il y a eu aussi quand même un autre pilote qui a failli encore taper cette fameuse Corvette qui était vraiment l'aimant de cette course là, la JMR. Je crois que c'était une Corvette de chez TF Sport il me semble, mais je suis pas encore certain. Corvette rouge de mémoire qui s'est fait piéger aussi et qui a dû repasser par la voie des stands pour réparer. Voilà, ça fait partie du jeu. Et cette fameuse Corvette numéro 66, bah là ouais, elle a été vraiment extrêmement maltraité, Ouais. je dirais, Ouais. sur cet incident. Donc Ça arrive. victoire Ferrari. Donc il y a eu ça. Attends, alors Victor Ferrari, mais il y a eu ça, mais il y a eu aussi, une autre erreur, j'allais dire, mais voilà, c'est la pluie toujours. On a pourtant un pilote expérimenté, Julien Garbi, l'un des patrons de l'équipe Virage, qui s'est fait piéger au même endroit. Et pourtant, il y avait un drapeau jaune et il est allé loin dans le bac parce que c'était vraiment quasi inconduisible quoi. Ouais. Donc ça a été chaud. Ça c'était en LMP3. En GT, il n'y a pas eu trop de manœuvres intempestives, j'allais dire, Non, ça a été outre cet incident-là. Il y a eu au contraire de belles batailles, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Je te dis encore une fois, la Origin Motorsport, il nous a fait le show, la Yongli est vraiment incroyable. Et puis on a vu des BMW se réveiller. Et là, on a une hiérarchie complètement différente en GT. C'est ce qui est beau aussi, je trouve, c'est qu'il y a tellement de constructeurs différents et il y a tellement d'équipes et que ça se joue sur des détails, hein, bien sûr. On a peut-être pu faire des petits réglages, des petits ajustements sur les pressions, etc. Et on a vu une hiérarchie totalement différente, chose qui n'aura pas été le cas dans les autres catégories, puisque tu l'as dit, l'équipe Kessel gagne, mais en partant mais ultra loin. 15e. Ouais. Ouais, ils partent 15e. Donc là, non, mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a eu il y a la possibilité entre la course 1, course 2, entre le samedi et le dimanche de changer des choses. Là où sur les Oreca, je pense que pour faire un parallèle avec le P2, ouais, ils ont déjà leur setup et tu peux pas forcément te permettre de passer d'un setup à l'autre enfin, le risque de se gourer totalement est fort, quoi. Exactement. Alors que là, en GT, il y a aussi le fait que, mine de rien, sont des pilotes bronze qui font quand même beaucoup la différence, pas que. Et en fait, ils ont une course dans les pattes, quoi. Ouais, alors, ça peut aussi être fatigant, mais ça peut aussi te dire, attends, mais moi j'ai déjà 1h30 ou 2 heures de roulage. Bah oui, j'ai pu comprendre comment on passait. Ouais. Il y a peut-être eu un petit débrief aussi avec le pilote coach. Et là, ça va tout de suite mieux. Donc, tu vois, peut-être que Blattner a fait un super départ avec cette Ferrari Kessel, qui a mis finalement son équipe dans la bonne dynamique. Peut-être que Chris Lelam se sentait un petit peu mieux aussi parce que mine de rien, c'est pas un pilote professionnel, hein, Chris Lelam. Ça le sera peut-être bientôt grâce à Max Verstappen, évidemment. Mais pour l'instant, Chris Lelam, voilà, il est pilote Silver, il vient du Sim Racing, donc il faut qu'il se mette en place aussi. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là en GT qu'on n'a pas dans les autres catégories. Et aussi le fait qu'on soit sur du... Oui, ok. J'allais dire un truc, mais qui contredit un peu ce que tu viens de dire. Mais... Ah bon mince, vas-y, dis-moi. Non, mais j'allais dire... je pense qu'on est aussi sur une des manches sur lesquelles il y a la plus grosse courbe d'apprentissage en un week-end, dans le sens où Sepang, les pilotes, ils roulent peu, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'entre la première séance libre et la fin de la course 2, je pense que les mecs, ils ont gagné un Antonio Fuoco ou un Charles Milesi. Non, les mecs, ils connaissent... Enfin, peu importe. C'est bon. Ouais. Mais... Attends, alors cela dit, tu dis ça, je fais une digression ou une parenthèse dans ce que tu dis, on y reviendra, hein, mais il a jamais roulé la LMP2 sous la pluie, Antonio Fuoco, et il arrivait de Tashkent en FIA, tu sais, la cérémonie FIA. Il a fait 16 heures de vol, il a raté les premières séances, donc il n'a pas pu découvrir la pluie dans les séances d'essai privées. Et il a su s'adapter. Tu vois, ça c'est un pilote pro. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de roulage non plus pour tous les pilotes pros.
et ils arrivent à s'adapter, tandis qu'effectivement les pilotes bronze ont besoin d'un petit peu plus de découverte du circuit. Donc Ouais. je suis d'accord avec toi, c'est vrai que Sepang il est pas trop utilisé, à part pour les pilotes qui font l'Asian AWS by Alliance.com, Mm. Verstappen, Bah, voilà. etc. Non mais voilà, mais les pilotes, par contre, les pilotes locaux, eux, ont peut-être plus cette connaissance. Et comme, enfin, je connais pas exactement le background des différents pilotes, mais notamment les pilotes que tu citais de chez Origin, qui accompagnaient Heinrich. Peut-être qu'ils ont un peu plus d'expérience sur ces points. Je sens, en tout cas, c'est marrant parce que ces championnats-là, forcément, regarde, même si ça s'est structuré, que maintenant on a 3 rendez-vous avec 2 courses, qu'on a un beau plateau de plus en plus dense, le plus complet de l'histoire. Pardon, hein, c'est pas un mauvais mot dans ma bouche, mais ça reste quand même une compétition un peu exotique. Dans le sens où, bah oui, Charles Milesi, sauf preuve du contraire, il est pas en train de rouler à Sepang tous les week-ends, quoi. Donc, en fait, pour Non. tout le monde, ça reste quand même une compétition un peu inédite. C'est le côté 24 heures de Dubaï, tu sais. Moi, je sais que j'en ai souvent parlé, mais il y a plein de pilotes qui adoraient et qui adorent toujours peut-être d'ailleurs aller aux 24 heures de Dubaï par crève antique, là. Bah, il y a WS. Non, c'est pas vrai. Mais parce que c'est cool, quoi. En fait, ça te change. T'es au mois de janvier et c'est toujours sympa d'aller rouler dans un circuit comme ça. Donc, l'Asian garde un peu aussi ce côté-là, qu'on le veuille ou non. Il y a quand même beaucoup de noms français, anglais, italiens, espagnols qui Bien vont sûr. là-bas aussi pour le côté des paysans, on va pas se mentir. Alors, il y a ça, et puis il y a le côté, comme on l'a dit, hein, vous le savez évidemment si vous avez écouté l'Endurance Club la semaine dernière et si vous nous connaissez, mais il y a des places à gagner Oui, non, aussi bien hein, sûr, pour les vainqueurs. Non, mais c'est vrai, donc en fait, à la fois les équipes prennent du roulage et de l'expérience, mine de rien, les pilotes aussi, et puis tu parlais des 24 heures de Dubaï, je pense que ceux qui vont participer aux 24 heures de Dubaï seront forcément un petit peu avantagés parce qu'il y a Dubaï dans ce Oui. calendrier Asian Middle East Le Mans Series. Exactement. Bon, en tout cas, bon, alors faut qu'on remonte P3, P2, parce que j'allais déjà faire un... Je vois le temps qui passe. J'allais Ah, déjà faire un petit récap complet. Non, mais oui, on a peut-être moins de choses à dire, mais j'allais dire un petit récap complet. Settilar a déjà pris une ouais. belle. Oui, Tu vois, ça c'est vrai, mais ça on en le fera GT, tout à l'heure, le petit ouais, en récap. GT, c'est un peu plus balancé du coup, puisqu'avec le résultat, comme on vient de le dire, Kessel qui gagne alors que la première course c'est la Mercedes, BM deuxième, donc Oui, WRT deuxième alors que la première course c'était la Porsche Monte. En GT 3, enfin en GT tout court, ça s'appelle GT là-bas. ouais, en fait, C'est il y a, hyper il y a open deux quoi. points d'écart entre. Bah ouais, il y a 2 points d'écart entre Kessel, qui est donc leader du classement général en arrivant à Dubaï, Mm, et Getspeed, la Mercedes, qui a fait 1 et mm, 6. Donc mm. ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Non, moi, ce que je dois dire, c'est que s'il y a une déception, c'est peut-être justement la Corvette JMR, là, qui avait le rythme de pôles et 2 résultats hors des points. Mm. Donc ils ont 2 points au classement parce qu'ils ont fait les 2 pôles quoi, avec Yassa Shaheen. Mais ça n'a pas fonctionné, tu vois, ça suffit pas de faire les Bien pôles. sûr. Il faut aussi, il faut aussi concrétiser quoi. Donc voilà, ça serait peut-être la déception, on va dire. Et puis déception aussi chez Proton Compétition. On sait que par rapport à Mante, c'est peut-être un petit peu plus délicat et Ouais. difficile, mais c'est vrai que la Proton numéro 77, on l'a pas vraiment Non, elle est vraiment vue. loin, ouais. Avec Banksy, avec Fujinami et Harry King. Faut pas oublier quand même De que vrais artistes. Banksy, ah bah, c'est de vrais artistes, ces pilotes japonais. Et en fait, Banksy, je crois que c'est lui dont on parle, l'équipier d'Harry King, c'était la première fois qu'il roulait en dehors du Japon. Ok. Donc, Ok. quand même, tu vois, ça explique aussi quelques petites choses, mine de rien. J'ai pas été voir son rythme à l'artiste. Attends, fais voir, je regarde vite fait sur mes petites datas. J'aime bien parce qu'on dirait vraiment que c'est Banksy, tu sais, Mais qui fait des tags, mais pas du ouais, tout. en plus ça s'écrit pas pareil. Mais non, mais c'est marrant. Je regarde. Qu'est-ce que j'ai comme info? Ouais, non, effectivement, Ouais, en rythme, tu nous on n'est dis, pas hein. fafou. On n'est pas On n'est fafou. pas fou, Après, en bon course d'accord. 1, on est sur une moyenne, un average. Encore une fois, oui, c'est le Bépilar, faut pondérer. Ça veut pas dire grand chose parce que à quel moment il a fait son relais. Surtout en plus avec les conditions météo, etc. Mais bon, ouais, on est en average à 2,12, 2,12,5. Non, Ouais, 2,12,0, pardon. Là où les meilleurs de la catégorie GT sont en 2,08,6. Ouais, donc ça lâche 4 secondes. Ça lâche 4 secondes, quoi. Autour en ouais, moyenne. c'est. Ah bah voilà, après, c'est le jeu et c'est ce qu'on dit aussi. L'idée, c'est de se faire la main, Hmm. de pouvoir découvrir une série assez haut où en Ah, il est fait bah, loin on a quand un même, ouais. niveau qui est Ouais, il est vraiment, loin. vraiment sympa. Tu vois, donc voilà, pour entrer un peu dans cet écosystème multicatégorie, ce qu'on n'a pas franchement en GT World, puisque ce ne sont que des GT. Donc il y a plusieurs catégories, oui, selon les pilotes, mais on n'a pas de différentiel Mais, de vitesse comme ça avec les ouais. LMP2 et les Surtout que GT. ça doit être. Enfin, moi qui n'ai aucune expérience de pilotage, mis à part virtuelle, bien sûr, Oui. mais Ah, j'imagine que ça doit être. Tu dois vraiment avoir une peur, une trouille, mais incroyable.
quand prenons son cas, quoi. Tu te retrouves dans une course avec ta Porsche, déjà, faut la maîtriser. Et à un moment, quand tu te fais déboîter par des LMP2, des LMP3, enfin, LMP3, tu te fais pas trop déboîter, mais tu te bats un peu. Mais quand tu te fais déboîter par une LMP2, encore pire, une hypercar aux 24 heures du Mans, je pense qu'il y a des moments, ça doit être d'une. Enfin, je mesure l'importance d'avoir cet apprentissage et cette pyramide de l'endurance parce que, à mon avis, quand tu es aux 24 heures du Mans et que tu te fais déboîter par une hypercar alors que tu es en GT3, ça n'est plus surprenant. Mais si c'était la première fois, ça doit être terrifiant, quoi. Vraiment terrifiant. Ah mais complètement. Ouais. Complètement, c'est clair, c'est toute la difficulté justement du multi-catégorie. Et pour les LMP3 aussi, puisqu'on va passer à cette catégorie-là, avec une victoire, tiens, de nos amis de chez CLX Motorsport qui ont dominé la saison en ELMS et qui continuent sur leur lancée, avec Paul Lanchère qui a même fait le meilleur temps d'ailleurs de la catégorie, alors que c'est le pilote bronze de l'équipe, si je dis pas de bêtises, Paul. Il a fini le travail face à ses deux équipiers en silver. Moi je dis bravo, hein. Franchement Paul, en plus on a une petite pensée pour lui parce que son fils est à l'hôpital actuellement. Donc Paul c'est un super client. Il va pas rester bronze longtemps s'il fait des performances comme ça, mais c'est magnifique ce qu'il nous fait. Et donc CLX s'impose avec 16 secondes d'avance, ou 17 même, comme le numéro, secondes d'avance sur la 23 Events Racing qui a passé le premier virage déjà, a été épargné par les soucis. Et fait un podium, hein, l'équipe 23 Events Racing de Christophe Cresp qui réussit à s'imposer. Et on disait, il y a une sacrée saveur française dans cette catégorie LMP3. On retrouve l'équipe VPS en 3e position. Podium pour Adcock, Fécurie et Morano pour très peu de secondes face à Inter-Europol. Donc vraiment, là on a un peu redistribué les cartes aussi en LMP3. Tu vois, on disait que c'était des hiérarchies un peu similaires. Oui et non. Alors oui, il y a eu 2 podiums pour CLX évidemment. Inter-Europol est pas loin, 1er, 4e. VPS tourne autour du podium, 5 et 3. C'est High Class Racing finalement qui a été un petit peu plus décevant sur cette course parce qu'il termine 7e, voilà, derrière Air-Race. Moi je dirais que la grosse déception c'est Air-Race. Voilà. Je m'attendais à ce que cette équipe soit un peu plus au rendez-vous. La première course, je comprends. Il y a eu des difficultés au départ, il y a eu une averse au moment où Fabien était au volant, Fabien Michal. Bon voilà, là la deuxième, je ne sais pas ce qui a pêché, ils arrivent à un tour de CLX, en termes de gestion, peut-être de pneus, de stratégie, ça a été un peu compliqué. Voilà, ils découvrent l'Asian Le Mans Series aussi, faut bien le dire. Pourtant il y avait de quoi faire en termes de meilleurs tours en course pour cette voiture-là, on était dans le rythme. C'est vrai que c'est un peu la déception effectivement. Et puis pour notre acteur bollywoodien aussi, déception, hein, j'en ai parlé, Julien Gerbi qui s'est fait piéger dans les derniers instants, Ajit Kumar qui partage son volant avec Naren Karthikeyan. Bon, c'est la 8e place pour le team Virage. Voilà, faudra faire mieux la prochaine fois. Ça nous laisse une hiérarchie, c'est moins lisible. On a connu des éditions d'Asian Le Mans Series ou même de Le Mans Series tout court, plus lisible. Là c'est bien, après on a que 2 courses non plus dans les pattes, hein. Il en reste 4. Mais c'est bien, c'est vrai. C'est beaucoup plus ouvert et moins lisible que le LMP2. T'as vu la transition? Et oui, et finalement, moi je trouve ça bien que ce soit pas lisible et qu'on ait un petit peu un coup à toi, un coup à moi. Alors il y aura peut-être aussi un équilibrage des performances en GT, il faudra qu'on surveille ça de près. Il peut y avoir le Success Ballast, etc. Enfin, je vais essayer de relire un petit peu le règlement d'ici à Dubaï pour savoir si justement on va rééquilibrer aussi les performances à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'en GT, c'est toujours très très serré parce que voilà, on a cet équilibrage qui se fait selon les différentes marques. C'est vrai. Passons au P2 avec, si tu veux, je fais un copier-coller du segment de tout à l'heure, puisque c'est le même classement devant. Alors vas-y, on remet. Alors donc, la pénalité de 5... Ah non, pardon, non, pas ça. Il n'y a pas eu la pénalité, mais par contre, c'est marrant d'avoir ce copier-coller sur les 3 premières places, puisque c'est DKR qui prend la 4e sur ce coup-là, et non pas Inter-Europol. Mais c'est marrant de retrouver cette même hiérarchie, alors que la physionomie de course était différente. Oui, d'autant plus, tiens, tu vois, on peut pas faire de copier-coller parce que la pole position... Elle a été signée par High-Class Racing. Je sais que la pole en catégorie LMP2 ou en tout cas en endurance, ça a que peu d'importance. Mais tout à l'heure, ce que je vous disais, Giorgio Roda, il a mis 5 ou 6 dixièmes dans son premier tour, dans son meilleur tour de qualification, parce qu'on rappelle qu'il n'y avait qu'une seule séance qualificative et que les 2 meilleurs temps étaient comptabilisés. Giorgio Roda, il a fait un super chrono et derrière, il a fait le 3 ou 4e temps, je me souviens plus. 3e chrono, sur la 2e séance. Au contraire de Jens Reno Müller qui à 20 millièmes près a fait le même temps. Et donc, il hérite de la pole position, le pilote danois. Et alors, ce que je voulais vous signaler, parce qu'on est dans l'Endurance Club et qu'on a parlé de British GT, on a parlé d'il y a 20 ans des courses, et lui, il était au Mans il y a 20 ans, 21 ans. Est-ce que tu t'en souvenais? Moi, je m'en souvenais pas du tout.
Jens Reno Möller. Il a participé en proto parce que j'ai voulu chercher. Je me dis, attends, il est en pole. Le gars, il connaît pas la proto, la LMP2. Bravo à lui parce que moi, je l'ai découvert avec l'équipe GMB danoise, là, bien des sûr. Honda NSX. Qui Tu vois, il a plié revenait. les Gaules, En il y a fait, il avait déjà. 2-3 ans, qui a plié les Gaules. Ben oui. Et qui voulait venir au Mans en GT. Ils sont Et ben là, venus Jens Reno Möller, il découvre la LMP2 et il était au Mans en 2004 avec la Lister Storm LMP. Ah putain, j'adore cette caisse. Incroyable. Et l'anecdote, c'est que il a pris de l'âge, hein, évidemment, parce qu'il a fait ses débuts il y a quelques années maintenant. Et il fait pas le tour de mise en grille quand on est à Sepang, parce qu'il fait trop chaud. Et pour rester plus frais, il fait faire à ses équipiers faites le tour de mise en grille, placez-moi la voiture. On a les voituriers. Mais non. Et on a Jens Reno Möller qui lui reste avec son petit gilet réfrigéré. C'est un choix. J'ai été surpris d'entendre ça au micro de notre collègue David Addison, qui a fait d'ailleurs de très belles interviews. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un pilote pour faire des interviews. Je suis désolé, un journaliste, ça peut très bien le faire. Et je prêche pour ma paroisse, mais j'aimerais beaucoup aller à la rencontre justement des pilotes dans les stands. C'est ce que je fais au Mans d'ailleurs. Et on voit que les questions étaient sympas avec les pilotes. Sachant que David Addison était un connaisseur, répondait vraiment bien. Je voulais le souligner. Belle ambiance, voilà, avec l'intervieweur, et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et donc j'ai appris ça au micro de David Addison, que Jens Reno Möller était là, tranquille. Non, moi je fais pas le tour de mise en grille. Tu sais que là, par contre, tu m'as bloqué pour la semaine, la Lister Storm LMP T'as Le vu, Mans LMP 2004. On fera un épisode Oh. spécial. Elle classique. était moche, celle-ci, je crois. Celle-ci, ça doit être la moche. Oui. La bien, c'est la 2002, C'est je ça. pense. La 2002 était bien, la 2003 commençait à être crado, et la 2004, elle est vraiment pas belle du tout. Non, elle est très moche. Elle est très carrée, on dirait une Lego. C'est horrible. Mais vraiment, alors les Lister Storm, faut qu'on fasse un épisode Mais là-dessus. par contre, Incroyable. Non, mais par contre, Lister Storm, on pourra faire un Enfin, la épisode GT aussi. effectivement là-dessus, parce que moi j'ai connu les GT, bien en sûr. fait, j'ai pas connu les LMP. Bah, t'as pas connu. Et donc, c'est t'étais jeune quand même. Enfin, je veux dire. J'ai connu. t'as- Mais non, monsieur, j'étais pas si jeune que ça. La Lister Storm jaune là, Oui. qui roulait en Ça, t'as British. connu, oui. Ah, bah oui, la Lister Storm noire aussi, Mais évidemment. ben, la LMP, Et puis après, je les ai la roulés. LMP, c'est encore plus jeune, donc en- tu les as connus aussi. C'est juste que ton regard s'est pas accroché sur elle, mais. Ouais. Ah, les Lister Storm, pour moi, c'était même avant 2000 Ah, non, que je les Non, ai les découvertes GT, pour la première les fois, GT. non? Oui, les Bah, GT, les ouais, GT, bien c'est sûr. Le Mans 95, 96, 97. Il y a les Voilà, premières tu vois, versions. donc, Il y a les premières versions je connaissais. sponsorisées par Newcastle et Adidas. Et le club de Ah, c'était Newcastle. génial, ouais. ça. Et C'était le début de la Super League Formula. si on veut. Enfin. Mais non, il y avait. Ça a duré Il aussi y avait longtemps. ça, il y en avait une version effectivement plutôt jaune qui roulait en British GT, mais même une déclinaison Mais bleue. oui. Mais moi, ça m'a tout de suite attiré vers Newcastle, cette déco. C'était ma première voiture, bon c'est la première voiture dont j'ai vraiment été fan au Mans. Tu vois, ouais. Incroyable. Ah ouais, D'accord. la Ah bah Lister tu vois. Storm, j'adore. Moi j'aimais bien la Ah bah, noire. bien sûr. Noire avec un petit arc-en-ciel, enfin Bien avec du sûr, jaune, du bien rouge, sûr, je du la vois. vert, je me souviens. Il y avait Jamie Campbell-Wanter, je crois, Jamie qui roulait Campbell-Walter, là-dedans. exactement, ouais. Et voilà, et ça je m'en Ah, souviens. on a c'était la top. complète, la tomate salade oignon. Mais non, c'était des voitures qui Donc étaient un voilà. peu brutales et après qui ont été assez affinées. Et ensuite, le proto, ça c'est une autre aventure. Il faudra faire un épisode de Lister. Il y a plein de trucs à dire sur Lister. Hein. De l'époque des Et années tu vois 60, les Nobly, tout ça, jusqu'à l'époque plus moderne. Et même, ils ressortent Génial. des caisses. Ça me va. Si ça Ils vous va, ressortent des caisses aujourd'hui. dites-le en commentaire. C'est passionnant, Lister. Il y a plein de choses à dire. Ah bah très bien, très bien. Je savais que j'allais pouvoir te mettre une petite pièce parce que justement en fait j'ai découvert ça en m'intéressant au pilote, tu vois, Jens Reno Möller, ben voilà, je saurais, Incroyable. il a 3 participations au Mans et non pas une comme je pensais. Ok. Donc voilà, il a fait la pole, donc bravo à lui. Et puis par contre après c'était un peu plus compliqué, il y a eu une gestion difficile de la part de High Class Racing en termes de stratégie de pneus. Il y a eu vraiment une phase où il a fallu pour Charles Milesi par exemple faire beaucoup de lift and coast, il a fait un tour de plus que ses petits camarades, donc vraiment il n'avait pas un rythme incroyable. Mais au final, le fait de s'arrêter un tour plus tard, ça lui laisse la possibilité de laisser la voiture à Foucault en bonne position dans les stands sans être gêné. Et puis en fait ils sont revenus, ils sont remontés. Donc ça s'est aussi joué à la stratégie. Tu vois, t'as le bien rythme sûr. qui est important. Mais la stratégie a été vraiment, vraiment capitale. Et c'est comme ça qu'on a vu que cet Hilar Racing a réussi à s'imposer. Et là, encore une fois, devant l'équipe Algarve Pro Racing, avec Trulli qui a fait un super relais. Vraiment, j'ai vu la vraie valeur de Enzo Trulli, le fils de Jarno, face à Malte Jacobsen. Hein. Il a été en mesure de montrer les crocs et de le dépasser. Et finalement, il termine deuxième grâce à un dépassement justement sur le Danois pilote Peugeot. Donc voilà, il s'est fait un prénom. On Enzo va Trulli. quand même voir double certaines éditions des 24 heures du Mans à l'avenir où on aura une bataille en piste
Enzo Trulli face à Alesi Fils, face Alex à Alex, Brundle ouais. oui. Non, bah, Alex Brundle, il est déjà grillé, mais face à Vraiment Verstappen, et puis face à Doudou Barrichello. Non, mais à un moment, c'est clair. c'est marrant quand même. Ouais, Bah c'est marrant et puis bah je me dis Louis bah voilà, Delettra on aussi, a ça hein. dans le sang Louis évidemment. Delettra un petit peu quand même. On associe quand même son père aussi à un peu la F1, hein. Jean-Denis. Évidemment. Mais bon. Ouais bah si quand même, il a roulé avec Oui, oui. Pacifique. Ah, ouais. Mais plus en GT quand même, Jean-Denis Delettra c'est plus Oui, GT. oui, mais bon, Pas plus top digression aussi endurance. sur Jean-Denis Top Delettra et sa digression. Formule 1. Non, mais c'était juste parce qu'il y avait eu un épisode de Sylvain Lévy, il avait sorti un truc où, genre, le Ah pire pilote de l'histoire et tout sur Jean-Denis Delettra. et ben vous Ça savez montre quoi, sa je vais méconnaissance. réhabiliter Non, mais ça Jean-Denis montre sa Delettra. méconnaissance totale du sport auto parce que Eh c'est ben évidemment. incroyable de dire ça, quoi. Et je ferai un épisode de trajectoire avec Ah Jean-Denis. bah, Ça fait tellement de 2 ans choses à que dire. je lui ai dit. Il m'a dit ok, il faut juste qu'on trouve le temps maintenant. Parce que en fait, je lance les invitations, moi. Tu sais, je pars à la pêche. Puis après, bah, je tire pas la ligne. Bah si, tu la sors, Ah, c'est bon. tu l'écoutes, c'est juste que là t'es en train de... T'as 15 épisodes à monter, quoi. À un moment, faut dépecer le poisson Moment, et faut y faut le aller, mettre en monsieur. barquette, quoi. Bon, d'accord. Mais en tout cas, Jean-Denis, adorable. Et je veux réhabiliter, évidemment, le fait qu'il se soit un excellent Ouais, pilote et bon, qu'il a après... vraiment très Les... bien roulé en GT, qu'il a eu une super carrière. Il a roulé avec Jean-Marc Gounon Bien sûr. aussi. Bah, il a Voilà, fait... Non, mais des il histoires a des incroyables. participations au moins, mais les vrais fans de sport auto n'ont pas pris pour argent comptant ce que Lévy Ah, balance j'espère. dans ses épisodes. Bref. Ça, c'était la petite balle J'espère gratuite. bien T'en as quand fait même. une tout à Bon. l'heure pour... Celle-ci, elle est pour Sylvain Lévy. Ah, j'avais pas cité. Je l'ai bipé, je vais le biper, là. On fait... Alors bon, Bon, c'est quoi d'accord. ton actu Très bien. Eh ben alors, mon actu, eh ben écoute, qu'est-ce que je fais? Je vais commenter du saut à ski ce week-end. Ça n'a Ok. rien à voir, mais ça reste des trajectoires aussi et de la vitesse sur Eurosport. Donc je fais ça. Et puis bah, c'est jeudi soir, je serai à l'animation du Tour de Chauffe pour la soirée de la Fédé de sport auto, donc la Bien. FFSA. Aller à la rencontre un petit peu des pilotes, leur demander deux, trois petits mots avant d'aller dans la salle justement pour la cérémonie. Donc à voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai hâte, ça fait quelques années que je le fais, donc merci à la FFSA de m'accorder leur confiance. Voilà, Ok. donc bah, je suis plutôt content. Et puis après, bah, je vais couper un petit peu. Je vais essayer de faire des épisodes de podcast, en tout cas de les Mais monter et de les fais ça. sortir. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie. Vous m'avez demandé si j'avais besoin d'aide. Il est bien possible que j'ai besoin d'aide. Donc, merci à vous. On a une belle communauté, mon cher Geoffroy. Donc, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, à continuer de réagir, de mettre des pouces, des soutiens, etc. On a même eu un don. Ouais, Merci c'est vrai. beaucoup. Enfin bon, bref, vous êtes top. Et on va continuer de faire connaître ce club, cet Endurance Club, évidemment. Mais voilà, en tout cas, oui, il se pourrait que j'ai besoin d'aide. Donc, j'ai bien noté la main tendue. Voilà. Ok. Bon, et toi? Alors, qu'est-ce que tu Eh nous ben fais? alors moi, je vais bosser. J'ai un article sur les Lister Storm. En vrai, non. En vrai, j'ai Ça pas le temps pourrait. du tout. On donne des Non, mais j'ai idées. pas le temps du tout parce que ça fait le mec busy. Mais comme je disais la semaine dernière, on enchaîne un peu les rendez-vous avec Julien de chez Classic Media où on gère la vie de l'agence et notamment l'intersaison de Bien sûr. l'agence. La vie de Voilà, l'auto. donc j'ai pas trop le temps de me lancer comme je le voudrais dans des récits, dans des voilà. Donc À corps perdu. je lis plus que je n'écris, donc j'ai pas vraiment une actu folle. Mais en vrai, je vais quand même les listers là, tu m'as piqué un peu. T'as vu? Ah, je le savais. Ah, yes, je le savais. Voilà, on se connaît bien. Ouais. La complicité qui a été mise Le problème, c'est les en photos. Le problème, valeur. c'est tiens, regarde, je fais un appel aux photos Ah parce bah que le oui. problème, c'est toujours ça, c'est que les Lister Storm, par exemple, je vois bien hein, Le Mans 2002, 2004, pour trouver des photos. Il y a même eu en Le Mans Series les premières années. Pour trouver de la photo d'illustration, c'est chiant parce que ça va toujours être les mêmes photos, constructeurs ou machin. Bah oui. Donc si vous avez de la photo d'archives, Lister Storm ou autre, hein, je suis preneur. Hein. Moi, c'est moi qui ai besoin, c'est moi qui tends Ouais. la main. Eh ben, très bien, mais c'est ça aussi une communauté. Donc voilà, vous êtes là en commentaire, on vous répond et on vous lit et on est super heureux. Mettez quand même des petites étoiles sur les plateformes de podcast, etc. Enfin bon, bref, ce que vous savez faire de mieux et on vous en remercie. Voilà, parce que on sent qu'il y a une progression. Oui, oui. On a des auditeurs fidèles Road to et on est vraiment Spiker. content. Et puis on a des. Je De dis c'est le quoi? Road to Spiker, c'est ça qui les motive. Ah bah oui! Road to 1000, Road to Spiker. Attends, mais quand ils vont savoir ce qu'on va leur offrir pour le Road to 5000, Ah ils bah sont pas là, prêts. Hein. non. Voilà, attention. Là, parlez-en autour de vous, mesdames et messieurs. Et on arrive. L'Endurance Club se fait une place. Non, mais j'espère. Et puis il y a aussi la Top Question qui plaît beaucoup Oui. parce que cette Top Question, bah voilà, n'hésitez pas à participer. Franchement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Enfin, il y a pas, si, il y a des mauvaises réponses, mais
Mais non, bah d'accord, il y a des mauvaises réponses. Mais on aime avoir cette participation et c'est toujours intéressant de pouvoir apprendre. Donc voilà, je trouve que cette top question est fédératrice. Voilà, tout simplement. Bon, alors, la top Justement. question de la semaine dernière, qu'est-ce que c'était cette top question? On parlait d'Asian Le Mans Series, bien sûr, parce que c'est le moment, c'est la période, évidemment. Alors, il y a plusieurs équipes qui ont été titrées dans plusieurs catégories. Et on vous demandait lesquelles et combien d'équipes ont été titrées. Hmm. Et je n'ai pas eu une seule bonne réponse complète. C'est vrai? Ah Alors, ouais. ah si, une. Si, pardon, j'ai dit une bêtise. Il y a une bonne réponse complète et, Ils sont j'en nuls en suis fait. ravi. Oh, bah voilà, ça y est. Tu vois, moi qui dis qu'il n'y a pas de participation et que je vous encourage, Geoffroy dit que vous êtes nul. Non mais ne vous laissez pas faire. Mettez en commentaire que vous n'êtes pas nul. Alors, il y en a eu 4 dans l'histoire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a jamais eu d'équipe qui s'est imposée en GT, qui a tenté le coup ou qui s'est imposée en catégorie proto. Ça pourra peut-être arriver à l'avenir, mais pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Donc j'ai été assez surpris en fait quand me suis plongé un petit peu dans l'histoire de l'Asian Le Mans Series, Mhm. de voir ça, de constater que voilà, les équipes GT sont vraiment installées en GT et puis les équipes proto sont vraiment spécialisées. Par contre, ça peut être en P3 ou en P2. Et d'ailleurs, les 4 équipes pardon, que je vais vous citer, ça a toujours été soit en P2, P2 Pro Am, P2 Pro ou LMP3. Et donc, on va y arriver. Toute cette question était parce que j'imagine que tu t'étais intéressé à United, je pense. Parce que United, Autosport en fait partie. Oui. 2 titres, avec la catégorie LMP2 en 2018-2019 et la catégorie LMP3 en 2021. Ça, Oui. c'est United Autosport. Voilà. Il y a eu également Nielsen Racing qui a réussi à s'imposer en LMP3 d'abord 2019-2020 et en LMP2 en 2022. Donc bravo à eux. Quand tu Il y dis a également eu 2019-2020, c'est juste, c'est parce que la c'était le saison. format comme aujourd'hui, double saison. Enfin, Exactement. double année, mais c'est une seule saison. Oui. Oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est difficile du Non, non, coup. mais. Bon, voilà. Mais je dis oui, il y a eu que 2 titres. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, cela Oui, dit. non, mais. Il y a eu également 2 titres pour l'équipe Jackie Chan DC Racing. Alors, est-ce que c'était à chaque fois Jackie Chan DC ou pas? La réponse est non, mais de toute façon, ils sont bien parce que l'année 2017-2018, de toute façon, ils ont gagné en LMP2 P2, et en P3. LMP3. Ouais, c'est ça. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais l'équipe DC Racing avait réussi à gagner en 2015-16 en LMP3 sans Jackie Chan. Voilà, on peut tout faire sans Jackie Chan. Que avec David. C'est Cheng, ça, David Cheng. Oui, David Ouais. Cheng, tout à fait. Et puis ensuite, il y a eu Jackie Chan qui est arrivé et Jota. Et il y a eu victoire en LMP2 et en LMP3 cette même année. Donc là, d'ailleurs, c'est la seule équipe, attends, je revérifie mes petites notes, qui a fait le doublé dans 2 catégories différentes une même année. Et c'est Voilà, même pour l'année où pas ils dire de font le bêtises. Mans en 2 et 3 aussi. Exactement, ouais, ils étaient sur une pente ascendante. Ouais, Et incroyable. donc, la petite dernière que vous n'avez pas forcément trouvée, sauf Fensis 5, bravo Fensis, le Graf, qui a gagné en LMP2 Pro Am en 2022 et qui a gagné en LMP3 l'année suivante en 2023. Ok. Donc c'est beau, moi je trouve c'est beau, je l'avais oublié moi aussi, hein. Quand on a posé la question, j'étais persuadé qu'il n'y en avait que 3. Et en fait, il y a 4 équipes qui sont imposées dans plusieurs catégories différentes. Et donc la seule bonne réponse complète, c'est Fensis 5, bravo Fensis. Mais Panos 81, évidemment, a été complet autant que possible, hein. Il a cité Jackie Chan DC Racing, United et Nielsen. Ils ont oublié Graf. Hugo, qui a trouvé 3 équipes également, Nielsen, United et Jackie Chan DC. Bon, il a oublié une petite personne, mais c'est pas très grave, Hugo. Merci d'avoir participé. Et puis Dave Murray aussi, qui espère nous voir à Rétromobile, et on espère te voir aussi, Dave. Bien sûr. Eh bien, avait trouvé aussi les 3 équipes DC Racing, Nielsen et United. Voilà. Eh bah, bien joué. Bon, Good job. mais Parfait. on veut plus de tentatives, de réponses, voilà, parce que on vous cite, mesdames et messieurs, et Dave, qui a bien aimé la présentation de l'Asian Middle East Le Mans Series, eh ben, a quand même bien répondu. Allez, je dirais, c'est un quasi sans faute. On a juste oublié Graf parce que l'équipe s'est imposée en LMP2 Pro Am. Donc voilà, c'est peut-être ça Ouais. qui a généré la confusion. Adam également, qui est toujours heureux de retrouver nos podcasts. Bah, merci beaucoup, c'est adorable. La grande Pive, qui lui nous dit que c'est le meilleur podcast d'endurance, et toi j'ai bien aimé ta réponse dans la catégorie 2 animateurs, ambiance club et avec des digressions et des top questions. On est les leaders, hein.
Je crois que Là-dessus, on est les premiers, ça c'est sûr. là, on est les premiers. Hein. À jamais les premiers. Vincent Guérin aussi, qui est adorable. Enfin bon, bref, Meka, Pierre, Antoine, Hugo, Le Hangar, Hakim, Goodstone. Enfin, vous êtes nombreux et il y en a plusieurs, et c'est pour ça que je tiens à vous citer et à vous remercier, qui voulaient s'intéresser à l'Asian Le Mans Series, et grâce à notre épisode, s'y sont intéressés. Donc c'est super, n'est-ce pas? Au top, je suis très Voilà. content. Je suis très content. Au top épisode, au top question et au top position. Et Florian, merci pour le don. Voilà, c'est Ouais. top. Iki, Kiki, Ludo, bref, voilà. Tu veux pas que je cite tout le monde, mais en tout cas, on a des réactions, mesdames et messieurs. On a des Je veux pas que réactions tu cites et tout le on monde, fera non, c'est pas ça. et on fera. Mais non, mais parce que ça peut devenir long après. Si on commence à citer tous nos auditeurs, et vous êtes de plus en plus nombreux, et on vous remercie, et ben c'est sûr que ça peut durer 3 heures. Et puis oui, je vous cite aussi Rogaral et Vincent qui voulaient leur épisode sur le sim racing. On vous écoute et on fera un épisode sur Le Mans Ultimate et sur le sim racing et l'histoire un petit peu des jeux vidéo en lien avec Le Mans d'ici quelques jours, quelques semaines. Voilà. Sachant que la Exactement. semaine prochaine, je le dis, bon, on n'aura pas de top question parce qu'il y aura ensuite la pause Ouais. hivernale, mais je compte sur vous pour en parler autour de vous. On va faire les étoiles de l'endurance, deuxième édition, avec des catégories qu'on aura choisies. On va essayer de pouvoir élire le meilleur pilote GT, le meilleur pilote LMP2, le meilleur crash. Enfin bon, bref, on va avoir des catégories. On va plancher dessus, Geoffroy, d'ici la semaine prochaine, et on vous sortira un épisode pour les fêtes qui aura une durée de vie de 2 semaines, 2 ou 3 semaines, voilà, Ouais, c'est ça, c'est avant la reprise. le petit épisode de Noël. Bah oui, Voilà. Le petit bah bonus. oui. Alors, le petit bonus, exactement. Et bientôt, je pense l'année prochaine, on anticipera les choses et on vous sollicitera pour Ouais. pouvoir donc nous donner aussi vos tops et vos flops peut-être de la saison. Plutôt vos tops. Nous, on se concentre plutôt sur les pilotes qui ont marqué le coup et pas sur les pires déceptions. Enfin, Non, je crois pas exactement. en tout cas. Non, exactement. Peut-être qu'on va sortir une catégorie comme ça et là, ça sera la catastrophe. Mais voilà, en tout cas, on comptera sur vous l'année prochaine peut-être. Et pourquoi pas faire ça en public avec une salle. Bon, bref, je rêve. Bon. Lance donc la question de la semaine. Oui, bien sûr, la top question de cette semaine. Alors, on reste en Asian Le Mans Series, je vais vous surprendre évidemment, et on s'est intéressé aux familles. Et les familles, elles ne sont pas que 7, les familles, contrairement aux jeux de société. On voulait savoir si vous aviez la possibilité de nous donner les équipages familiaux ou familles victorieuses, ensemble ou pas, donc en Asian Le Mans Series. Et je laisse le sens large de victorieuse. Voilà, donc je vous laisse avec ça sur cette top question. Donc voilà, équipages familiaux ou familles engagées dans l'Asian Le Mans Series qui se sont imposés. Ça peut être ensemble ou pas dans différentes catégories. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'après je vais dire Waouh. trop d'infos. Mais en gros, vous avez compris notre inspiration, je pense, parce qu'on en a parlé dans cet épisode 88 avec la voiture 88. Mais Oui. on voulait avoir voilà, les pilotes, fratrie, père et fille, enfin bon bref, qui ont gagné en Asian Le Mans Series. Voilà. Ça Eh va, bah, c'est très clair? bien. Ouais, c'est très bien. Elle est assez claire, celle-ci. Là, celle-là, elle est claire. Bon, très bien. Et ben c'est sur cette top question très claire qu'on va pouvoir vous remercier encore une fois. Je te remercie évidemment, Geoffroy, pour cet épisode. Plaisir partagé, comme d'habitude. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Et puis n'hésitez pas à envoyer des questions, des top questions, des top réponses du coup, et puis des réactions, des petits pouces. On a le boost également sur YouTube, on a les étoiles sur les plateformes de podcast, on a même les commentaires. Mais là, pour le coup, je suis encore embêté, j'ai pas accès aux commentaires. Bon, je vais y arriver, hein, sur Spotify, sur Deezer, etc. Mais n'hésitez pas même sur Apple Podcast, voilà, à faire un peu comme Trajectoire quand je demandais justement, et je faisais le lien avec mon podcast, mais faire des commentaires, vous savez, qui se servent pour tout le podcast, pas par épisode, mais sur Apple Podcast par exemple, c'est un commentaire avec Ouais, 5 ouais, étoiles ouais. qui sert sur l'épisode. Voilà, et on est de plus en plus écoutés, donc merci à vous. Et puis le bouche à oreille, c'est la meilleure des techniques. Donc voilà, je pense que si vous êtes passionné d'endurance, vous connaissez d'autres passionnés, et ainsi de suite. Donc voilà, nous en tout cas, on l'est passionné et on est ouvert toutes les semaines, sauf à Noël, mais on est ouvert quasi toutes les semaines sur les différentes plateformes, sur YouTube, donc pour l'Endurance Club, vous savez où nous trouver. Et si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et Road to Spiker, Road to 1000, Geoffroy, on y est bientôt. Et ça sera sur YouTube que ça va se passer. On aura des tirages au sort, on aura des gains. La Spiker, donc 1,43e, est prête. Ça arrive fort. Elle arrive, elle est dans les cartons. C'est parfait. Bon, et ben on se retrouve la semaine pro pour les étoiles de l'endurance. On espère que cet épisode va vous plaire et on va essayer
mettre en valeur des pilotes, qu'ils soient français ou non d'ailleurs, mais en tout cas les pilotes qui nous ont marqués et les courses qui nous ont marqués dans cette saison 2025. Exactement. Bon, on vous laisse là. Bonne semaine à toutes et tous. Allez, J'espère que bonne ça vous a semaine plu. et rendez-vous semaine pro, Oui. exactement. Et ben voilà, semaine prochaine pour les étoiles de l'endurance. Et puis passez de belles fêtes évidemment d'ici là, mais on vous le redira la semaine prochaine. Ciao ciao, bonne journée et bonne semaine.